Donc déjà pour me présenter, je m'appelle Léo, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle CoinStation et le but de ma chaîne, c'est de vulgariser les crypto-monnaies, les NFT et le métavers. Et j'ai été invité par FXFlat voilà, pour prendre à ce débat. Donc comment intervenir avec efficacité? Pour moi déjà, ça dépend vraiment du niveau de chacun. Je pense qu'avant d'intervenir, avant d'acheter les premières crypto-monnaies, c'est important de comprendre la technologie et l'utilité, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies ont été inventées, quels problèmes est-ce qu'elles résolvent avant de les acheter tout simplement. C'est voilà, de comprendre ouais, leur utilité et la technologie derrière. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre les deux plus grosses crypto-monnaies qui sont Bitcoin et Ethereum. Donc Bitcoin, pour faire très simple, c'est une crypto-monnaie qui a pour but d'être une réserve de valeur. Ethereum, son but, c'est d'améliorer Bitcoin et de pouvoir créer des applications décentralisées sur cette crypto-monnaie. Donc en fait, Ethereum, c'est un petit peu comme un nouvel Internet sur lequel on va pouvoir créer un nouveau Facebook, un nouvel Instagram, un nouveau Twitter, un nouveau Uber, un nouveau Airbnb. Et il faut vraiment voir ça comme une évolution d'Internet et pas simplement une action à acheter qui peut monter et descendre. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont construites sur la blockchain Ethereum. Voilà. Donc pour moi, pour intervenir avec efficacité, c'est d'abord comprendre ces deux crypto-monnaies avant de les acheter. Et une fois qu'on les achète, on va pouvoir aussi faire des choses avec ces crypto-monnaies. Par exemple, Ethereum, on peut justement payer des transactions et effectuer des actions sur les applications qui sont basées sur cette blockchain. Donc moi, j'encourage tout le monde qui achète ses premières crypto-monnaies à vraiment essayer de mettre un peu les mains dans le cambouis et de comprendre à quoi elles servent. Avant finalement de les trader, je pense que c'est important de comprendre voilà, leur utilité et toutes les applications qu'on peut faire avec elles. Ok, donc tu te centres sur ces deux plus grosses cryptos. Et comment tu vois l'évolution au fil des prochains mois? Parce que c'est un marché très volatile. Il y a eu un engouement énorme ces dernières années. Il y a ses détracteurs également. Toi, sans doute, es-tu confiant puisque tu as un média dédié. Mais est-ce que tu penses que les prochains mois seront propices à peut-être un nouveau bull run ou... C'est sûr que là, depuis, je sais pas, juste pour savoir qui dans l'audience a investi ou investi dans les crypto-monnaies. Est-ce que vous pouvez lever la main pour que je comprenne un petit peu Ok, donc ouais, tout le monde est déjà plutôt pas mal impliqué. Donc, qui dans l'audience pensait que en janvier 2022, le Bitcoin allait être à 100K? Parce que franchement, moi, je le pensais aussi. Je pense qu'il y avait énormément de personnes, que ce soit sur les médias anglais, les médias français, tout le monde dans le monde entier, on va dire, pensait que en janvier 2022, Bitcoin allait être à 100K. Et donc, il y a eu pas mal, je pense, de personnes qui ont pris des positions assez fortes là-dessus, avec du leverage, etc. Et qui ont vu finalement que, non, pas du tout. En janvier, c'était pas du tout à 100K. Ça a fait que de baisser finalement au mois de janvier, février et au mois de mars. Et là, finalement, fin mars, on voit une embellie depuis 15 jours. Et donc, après, moi, personnellement, je suis toujours convaincu que en 2022, mais après, c'est mon avis personnel, je pense que Bitcoin ira au-delà de 100K. Parce que je pense vraiment, en tout cas, quand on analyse au niveau économique comment Bitcoin a été fait, et notamment avec le Bitcoin halving. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Internet et comprendre ce que c'est que le Bitcoin halving, parce que c'est très important pour comprendre sa valeur. Voilà, moi, je pense qu'il arrivera soit fin 2022, soit 2023, autour des 100K. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est un bon moment pour prendre position sur Bitcoin. Merci. Donc tu es venu avec ton média, mais également avec FXFlat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette invitation, ce petit partenariat? Tout à fait. Alors, je ne sais pas, peut-être tu veux... Non, vas-y. Ok. Du coup, FXFlat, c'est un courtier qui fait des CFD et des futurs. Et je vous invite à aller les voir donc, à leur stand. C'est le stand au milieu, donc bleu, pour tout renseignement que vous pouvez avoir sur leurs services et sur leurs prestations. Parce que, initialement, et pour la majorité des gens, on passe intuitivement par des exchanges pour détenir physiquement les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, de plus en plus, la finance traditionnelle et les produits dérivés proposent des alternatives à ces investissements. On va pouvoir en parler un petit peu. Du coup, merci Léo pour ce passage. Et je vais donner la parole à Vincent. Vincent Bois, analyste chez IG. Comment sens-tu
l'année 2022 et les mois qui viennent? Voilà. 2022 est un peu délicate, on en parlait déjà auparavant même avec toi Fabien, de la régulation qui est en train de venir. Cette régulation d'ailleurs qu'on voit hier même, il y a un amendement qui a été voté au Parlement européen qui souhaite interdire de retirer les crypto-monnaies vers des wallets ou des portefeuilles qui sont privés, donc qui n'appartiennent pas ou qui ne sont pas logés sur des plateformes de trading. Ce qui pose un peu problème, ce qui amène des risques également, en tout cas sur la volatilité ou sur l'évolution du marché. Et donc, on en parlait il y a 1 an ou même 2 ans, 2022, et on voit effectivement cette régulation qui arrive. Et donc, ça va être un des gros freins à cette évolution du marché des crypto-monnaies, en tout cas à court terme. Donc, un premier risque déjà. On a vu au niveau technique un franchissement des 45 000 pour citer les niveaux, donc qui est plutôt bon signe, et puis un retour en arrière, parce que au-delà de l'utilité qu'on peut avoir, la comparaison qui a été faite tout à l'heure avec Internet, au-delà de cette utilité, on a toujours une corrélation qui est extrêmement importante au marché financier, et on le voit d'ailleurs. Et donc cette régulation plus les marchés financiers qui sont entre deux cycles, ça amène tout de même à des risques, selon moi en tout cas, à court terme et pour 2022. Donc ma perspective, moi je suis plutôt pro-crypto, pro-blockchain, bien entendu, c'est une révolution, ça peut être l'Internet de demain. Mais si on revient à la comparaison d'Internet d'ailleurs, qui est faite souvent, qui est décriée, Internet dans les années 90, c'était un réseau pour les terroristes ou autres, ce qu'on reproche d'ailleurs à Bitcoin aujourd'hui. Et si on revient dans les années 90-2000, eh bien, il y a eu un engouement sur cet Internet, sur le .com, la bulle Internet, qui a ensuite explosé. Et puis aujourd'hui, Internet, c'est la technologie que tout le monde utilise. Donc on peut également voir le même type de phénomène finalement sur les crypto-monnaies, puisqu'on a les mêmes critiques, puisqu'on le compare avec un engouement important, une bulle importante, même si la technologie est centrale et deviendra probablement centrale dans l'économie. Et donc, probablement, on peut s'attendre également à un éclatement de la bulle, même si, dans quelques années, probablement, ce sera la technologie centrale. Donc, je suis un peu sceptique sur le fait d'atteindre certains niveaux. Je ne donnerai même pas de niveau qu'on pourrait atteindre. Et donc, 2022, c'est peut-être une année charnière entre cette régulation qui peut non pas interdire, puisqu'il est difficile d'interdire la blockchain ou Bitcoin, c'est le principe de la décentralisation, mais de ralentir fortement le trading et donc de ralentir un peu cet engouement et cette valorisation actuelle. Même si, probablement, dans quelques années, la valorisation sera bien plus élevée. Si on compare peut-être Amazon sur la dot-com bubble, a pris, ou en tout cas a fortement baissé, mais aujourd'hui, c'est une capitalisation énorme. Donc voilà, pour répondre à la question, 2022 pour moi c'est un peu une année charnière et c'est possible qu'on rentre ou on reste un peu dans un bear market avant de reprendre l'envolée. Tu évoques la régulation. Moi, ce que j'avais suivi récemment, c'était MiCA, la régulation européenne. Et finalement, il y a un pan entier qui n'a pas été adopté, ce qui était plutôt bon a priori pour les crypto-monnaies. Tu dis qu'hier, il y a eu une nouvelle décision. Oui. Laquelle est-elle? Je n'ai pas suivi. Alors, c'est sur le travel rule. Donc, c'est justement le fait de... C'est au Parlement européen. Donc, MiCA a été voté, mais ils ont enlevé certains amendements, et notamment l'interdiction du proof of work. Donc, le fait de miner pour créer les crypto-monnaies. Donc, ce qui aurait, si ça avait été passé, interdit Bitcoin et Ethereum pour le moment, parce qu'il va normalement y avoir une mise à jour sur Ethereum qui enlèvera le proof of work. Cela a été donc refusé, mais hier, il y a donc un amendement qui a été voté au Parlement qui demande à identifier les personnes qui reçoivent les crypto-monnaies et ceux qui les envoient. Donc lorsque vous êtes sur une plateforme de trading, vous avez fait un KYC, donc vous avez donné votre carte d'identité, on sait qui vous êtes. Mais vous pouvez retirer vos crypto-monnaies sur un wallet, donc sur un portefeuille qui est privé, sur une clé USB, sur autre chose, où là, il n'y a pas de KYC, puisque c'est votre portefeuille personnel. Et donc, ils veulent interdire le retrait vers des wallets qui seraient anonymes. Donc, ce qui interdirait, ce qui enlèverait un peu l'efficacité ou la décentralisation, ou plutôt l'anonymisation des crypto-monnaies, parce que vous seriez obligé d'envoyer vos crypto-monnaies sur une plateforme qui va donner vos informations. Merci. Pour terminer, chez IG, il y a une tendance au développement des cryptos. La gamme s'élargit et on en parle régulièrement quand on se retrouve. Comment tu sens la tendance? IG, qui traditionnellement est un acteur majeur de la finance traditionnelle, adopte et en tout cas se tourne de plus en plus vers les cryptos comme une bonne partie. En tout cas,
les crypto-monnaies font désormais partie du paysage financier. Voilà. Tout à fait, on est plutôt sur la finance traditionnelle d'habitude, hein, sur les actions, les matières premières, et puis les crypto-monnaies. Donc, ce qui permet d'avoir finalement un portefeuille équilibré, ou en tout cas de diversifier son portefeuille sur la même plateforme, avec des matières premières qui sont plutôt intéressantes en ce moment, et puis des crypto-monnaies, de profiter d'un effet de levier, de pouvoir vendre également la crypto-monnaie avant de l'acheter, le short selling donc, qu'on ne retrouve pas forcément sur les plateformes traditionnelles, que vous retrouvez, mais qui sont des produits peut-être un peu plus complexes. Ici, vous avez donc des CFD, d'autres produits dérivés qui sont proposés et qui vous permettent également, normalement, ou en tout cas d'avoir un risque moins élevé sur le piratage informatique, où les plateformes de trading traditionnelles, enfin de crypto-monnaies traditionnelles, sont plutôt à risque là-dessus, même si la sécurité est intéressante. Ici, ce n'est que des produits dérivés, et donc vous profitez de l'effet de levier, vous n'avez pas ce risque finalement de piratage que vous avez sur certaines autres plateformes. Merci Vincent. Pascal Hirtz, cofondateur de WHL Finvest, tu as une grande expérience en finance de marché. Ouais. Comment as-tu vu arriver ce phénomène des crypto-monnaies? Comment chez WHL Finvest vous l'avez intégré à votre offre? Et pour coller au sujet, comment se positionner avec efficacité sur les crypto-monnaies, en tout cas pour les mois à venir, selon toi? Ok. Alors peut-être juste une petite chose, j'en profite pour dire que je réfléchissais et je me disais, c'est notre 20e participation consécutive au salon de l'analyse technique. Et quand j'ai vu 2022, je me suis dit 2002, 2003, la guerre en Irak. Les 20 dernières années, notre société a été chaque année dans ce salon. Et alors je me suis dit, il y a quand même quelque chose qu'on fait qui doit quand même plaire aux gens, tu vois. Et ça m'amène un peu à ce sujet on va dire, de crypto. Je dirais, les cryptos, bon, moi, à titre personnel, je ne suis pas on va dire un aficionado des cryptos spécialement. Je le vois plus comme un instrument financier pour notre type de clientèle, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par la volatilité, qui sont intéressés par la tendance, par le trading pur, je dirais. Et de ce point de vue, ces instruments sont très intéressants. Et alors, pour les intégrer dans notre offre, on a en fait procédé de deux façons. La première façon, c'est on a fait un deal avec une banque suisse qui, elle, permet d'ouvrir des comptes et de détenir littéralement ces différentes crypto-monnaies de la même manière que vous pouvez détenir de l'euro ou de la livre sterling. Donc vous pouvez mettre des euros, vous pouvez demander à convertir en dollars, mais vous pouvez aussi convertir en Ethereum ou convertir en Bitcoin ou en autre chose. Ils ont beaucoup plus de choix. Et donc ça c'est intéressant parce que la banque en question s'appelle Swissquote, elle est très très solide, très réputée, et donc d'un point de vue de sécurité, c'est très important. Vincent faisait référence à des plateformes où vous pouvez vous faire tromper. Dans ce cas-là, c'est impossible. C'est suisse, c'est réglo et c'est honnête et pur, on va dire, quoi. Et alors, il y a la deuxième manière, si vous voulez, de traiter chez nous les cryptos, c'est en fait directement sur le marché des futurs à travers le CME. C'est-à-dire, nous, on a une plateforme de trading, on est connecté au Chicago Mercantile Exchange, et le CME, il met à la disposition des investisseurs, et notamment les investisseurs particuliers, il met deux instruments, le micro Bitcoin et le micro Ethereum, et vous pouvez les trader directement comme si vous tradiez le mini SP500 ou le mini Dow Jones, ou le DAX ou le mini DAX. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que vous avez un carnet d'ordre, vous pouvez taper votre ordre directement dans le carnet d'ordre d'un clic. Donc, on retrouve les facilités qu'on a avec le trading de futurs normal, chez nous, en tout cas dans notre plateforme. Et puis, on peut faire beaucoup d'analyses techniques, bien entendu. Et je dirais pour les cryptos, on a en particulier un indicateur technique qui est vraiment intéressant pour ceux qui veulent trader, je dirais, dans la journée, voire sur, on va dire, 2-3 jours. C'est Sniper. Sniper, comme Sniper. Et c'est un indicateur qui automatiquement dessine
support résistance majeur, on va dire, de la période que vous avez sélectionnée. Et ça, c'est très intéressant avec justement micro Bitcoin ou micro Ethereum, parce que ça vous permet de faire du scalping, grosso modo, quoi. Et j'ai essayé un petit peu moi-même et j'ai trouvé que ça marchait pas mal. Le carnet d'ordre, il est relativement bien rempli. Il n'est peut-être pas aussi liquide qu'un mini S&P, tu vois, mais il est quand même bien rempli, quoi. Et il y a une personne là qui est venue, qui voulait ouvrir un compte chez nous, et elle travaillait par exemple en 100 ticks. Oui. Donc dans notre plateforme, on peut aussi cumuler le volume, baser, je dirais, vos bougies sur la taille plutôt que le temps, et de manière à faire des charts qui sont un peu plus compacts, etc. Donc, je dirais, tous les outils sont là, les produits sont sérieux, le CME c'est sérieux. Donc, mais ça c'est pour, je dirais, l'intraday, voire le très court terme, quoi. Ok, parce que j'avais eu des échos quand il n'y avait que le gros futur, je crois qu'il représentait 5 bitcoins, que ce n'était pas liquide, que ce n'était pas intéressant. Mais toi, tu dis, hein, Pascal, que depuis qu'il y a le micro futur bitcoin, c'est tradable. Oui, tout à fait. Et même ce matin, par exemple, l'écart, c'était, il y avait 1 à 2 ticks, on va dire, d'écart. Donc, un tick, c'est 5 points. Donc, par exemple, le micro bitcoin, ça vaut dans les 47 000 ou 45 000, ce genre d'ordre de grandeur. Et puis, ça cote tous les 5 points. Et puis, chaque écart, c'est en fait un demi-dollar. C'est 50 centimes de dollar. D'accord? Donc, l'écart dans le carnet d'ordre, c'était 2 ticks. C'est tout petit. Vous voyez? Et on est le matin européen, et on n'est pas l'après-midi, il n'y a pas de traders américains dans ce carnet. Donc, l'après-midi, quand tu auras les traders américains, ça sera ou le minimum ou un tick, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc c'est des conditions parfaites de liquidité, parfaites, quoi. Intéressant. Merci Pascal. Reda Aboutika, tu es analyste chez XTB. Je crois que tu es responsable même de l'analyse. Exactement. Ouais, tu es responsable de l'analyse. Eh bien, même question. Comment ressens-tu les choses pour le reste de l'année? Comment investir efficacement sur les crypto-monnaies pour les mois à venir? Alors, pour commencer, je suis personnellement pro-crypto-monnaie. Je suis quand même assez optimiste. Alors, effectivement, ce qui s'est passé hier est une menace. C'est une menace pour la vie privée des Européens. C'est une menace pour l'industrie des crypto-monnaies. Les choses vont cependant dans le bon sens aux États-Unis. Si le proof of work était menacé aux États-Unis, j'aurais été un peu plus pessimiste à ce niveau-là. Donc bon, malheureusement, c'est notre vie privée en tant qu'Européens qui est menacée. On voit des arguments assez vides passer sur les réseaux sociaux, notamment celui de si on n'a rien à cacher, ça ne pose pas problème. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit laisser de côté la liberté d'expression. Alors c'est un autre sujet. À ce niveau-là, je pense que ça va impacter principalement l'industrie de la crypto-monnaie en Europe. On a déjà raté le virage du Web 2.0. On est en train de manquer celui du Web 3.0. Mais je pense que malgré cela, on arrivera à voir éventuellement une percée haussière sur les crypto-monnaies. Lorsque je parle de crypto-monnaies, je me base essentiellement sur le Bitcoin et l'Ether, étant donné que ce sont les crypto-monnaies que je comprends. Et là, ce sera un premier conseil, ne jamais se lancer dans une crypto-monnaie que l'on ne comprend pas. Éviter ce que l'on appelle les shitcoins qui n'ont aucun intérêt. Et il faut donc s'instruire. C'est très important de savoir où on met les pieds, essayer de comprendre ce qu'apporte une crypto-monnaie, se détacher de certains termes comme la blockchain, parce que ça ne veut rien dire. Si on n'a pas d'autres réponses, est-ce que cette blockchain est ouverte? Est-ce que c'est une blockchain qui résiste à la censure? Et j'en passe. Donc il y a beaucoup de questions à se poser, et pour voir ces questions, pour savoir les poser, il faut s'instruire un minimum. Donc personnellement, je m'exprimerai uniquement sur le Bitcoin et l'Ether. Alors, je suis plutôt optimiste pour cette année 2022. Je vois éventuellement, et c'est mon avis personnel, un retour vers des records historiques. Les 100 000 $, pourquoi pas, si ça n'est pas fait en tout cas en 2022, 2023 pourrait être l'année où on franchit ce seuil psychologique pour le Bitcoin. Je suis tout aussi optimiste pour l'Ether. Il faut savoir que l'Ethereum est une blockchain de développeurs. Il y a donc une communauté
qui est basé sur cette blockchain et donc qui crée des smart contracts. C'est quelque chose qui ouvre la porte à énormément de possibilités. Après maintenant, est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle le flipping? Est-ce que l'Ether va surpasser le Bitcoin? Je ne pense pas que ce sera pour cette année. Il y a un passage au Proof of Stake qui est prévu, il me semble, en juin pour l'Ether. On l'attend pour l'Ethereum, on l'attend depuis longtemps. Cela pourrait peut-être permettre donc à l'Ethereum de se détacher de tous les arguments liés à l'écologie. C'est un changement qui ne sera pas possible pour le Bitcoin, malgré les demandes, je pense, pas très sérieuses de Greenpeace et du cofondateur de Ripple qui souhaitent changer le code de Bitcoin. Ce sont des choses qui, je pense, ne porteront pas préjudice aux cotations du Bitcoin. Donc je reste très optimiste pour de multiples raisons. On commence à se rendre compte que c'est peut-être une protection contre l'inflation. On commence à comprendre que l'offre de Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et donc, on comprend que c'est une réserve de valeur. Nous sommes dans le salon de l'analyse technique. Pour entrer efficacement dans ce marché-là, on a cet outil qui est l'analyse technique. Et en analyse technique, si on utilise par exemple le chartisme, il y a eu un signal, on est sorti d'une figure en triangle, peut-être c'était un bon point d'entrée, et on fait face à l'heure actuelle à une résistance. C'est la moyenne mobile 200 aux alentours des 48 000 $. Je pense que si on arrive à franchir ce niveau-là, on pourrait voir une nouvelle percée haussière pour le Bitcoin pour aller chercher éventuellement les 55 000 $, voire les 58 000 $. Après, bien entendu, tout dépendra de l'actualité. Il y a de très mauvaises nouvelles qui nous proviennent d'Europe. Les choses vont dans le bon sens aux États-Unis. L'adoption de la crypto-monnaie est croissante. Il y a toujours pas une réelle adoption de masse, mais lorsque l'on vient à superposer le graphique de l'adoption du Bitcoin avec celui de l'adoption d'Internet, on estime qu'on est aux alentours de la fin des années 90. Donc autant vous dire que le meilleur est peut-être à venir. La première décennie du Bitcoin a été celle des particuliers. À présent, ces dernières années, on commence à voir l'arrivée d'institutionnels. Cela pourrait peut-être soutenir davantage ce marché, réduire éventuellement la volatilité. Ça nous donne également d'autres outils pour entrer en position sur le marché de la crypto-monnaie, notamment sur le Bitcoin. On peut s'intéresser par exemple à l'Open Interest. Il y a d'autres indicateurs à suivre, mais ça ne relève pas de l'analyse technique, ça relève d'un autre domaine. Mais visiblement, tout semble indiquer que nous ne faisons peut-être pas face donc à un piège haussier. Et la voie est peut-être dégagée vers les records historiques, peut-être d'ici la fin d'année, et les 100 000 $ pourraient être franchis très prochainement en 2022, en 2023. Donc je suis très optimiste, personnellement, malgré les menaces qui pèsent en Europe. L'adoption croissante, l'arrivée des institutionnels sont de très bons signaux pour ce secteur-là. Merci Reda. Et du coup, tu devances un peu la seconde question qui va être relative au niveau précis et aux manières dont on peut analyser ce marché. Eh bien, du coup, la parole est à Léo. As-tu des idées de seuil et de niveau précis que les principales crypto-monnaies pourraient atteindre en 2022? Et si oui, sur quoi te fondes-tu? Plutôt sur de l'analyse fondamentale ou technique, comme nous sommes aujourd'hui au salon de l'analyse technique? Alors moi, je ne fais pas du tout d'analyse technique déjà, donc je ne vais pas pouvoir être pertinent sur ce sujet-là. Moi, ce que je fais, c'est plutôt de l'analyse fondamentale. Mais du coup, moi, en fait, ce que je vais pouvoir plutôt expliquer, ça va être, on va dire, des tendances sur les nouvelles utilités qui sont mises en place. Et donc, je vais pouvoir peut-être dire, voilà, il y a des nouvelles tendances qui se font sur tel ou tel secteur. Moi, je pense par exemple aux social tokens. Je ne sais pas, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui connaissent, qui savent ce que c'est qu'un token social, en fait? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je connais la DAO. Est-ce que c'est cette logique-là, c'est-à-dire d'avoir un droit de vote pour une décision? Alors non, un token social, c'est en fait se dire, il y a une équipe de foot qui va lancer sa crypto-monnaie. Donc ce serait en fait adossé, on va dire, une crypto-monnaie à une personnalité publique ou à voilà, un club de foot. Ça peut être voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui a pas encore eu, on va dire, de boom.
Je pense qu'il y a eu les NFT en 2021 qui ont vraiment pris énormément d'ampleur. Les tokens sociaux, c'est quelque chose qui, voilà, c'est un peu au balbutiement. Il y a beaucoup, notamment d'équipes de grandes équipes de foot qui sont en train de créer ça. Je pense notamment aussi à la Formule 1. Il y a Alpine en Formule 1 qui a lancé son token social sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain, donc la blockchain qui a été créée par Binance. Et donc c'est quelque chose, enfin je vois vraiment cette tendance émerger, et je pense que c'est quelque chose où voilà, ce serait bon de prendre position, voilà, parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre de plus en plus de place. En deuxième tendance, je pense que, bon, j'imagine que vous avez tous entendu parler du métavers, je ne sais pas, oui j'imagine. Oui. Voilà, c'est quelque chose aussi qui a eu énormément de, on va dire aussi, une très grande tendance fin 2021. Donc il y a énormément de projets qui sont en train de se créer, du coup, en créant soit un jeu sur la blockchain ou un métavers sur une des blockchains. Donc c'est quelque chose aussi qui est vraiment en train d'émerger très fortement. Et je pense que sur les années à venir, c'est quelque chose aussi où il faut se placer. Parce que, bon voilà, c'est comme l'innovation, il y en aura 90% qui vont disparaître, mais les 10% qui vont rester, je pense voilà, ce sera des projets qui vont vraiment exploser, mais ce sera peut-être fois 500, fois 1000, enfin ce sera des projets vraiment immenses. Donc on ne sait pas encore quels sont ces projets-là. Est-ce que ce sera Facebook? Est-ce que ce sera Microsoft? Est-ce que ce sera des métavers décentralisés comme Decentraland ou The Sandbox? Voilà, je n'ai pas les réponses à ces questions, mais en tout cas je sais que voilà, il faut comprendre ce que c'est qu'un métavers, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on va se diriger de plus en plus vers des interactions sociales dans les métavers. Et je pense aussi que le prochain réseau social, ce ne sera pas un Facebook, un Instagram, un TikTok, ce sera vraiment un métavers où on interagira avec nos amis dans le métavers. Donc en fait, voilà, le prochain Instagram, ce sera dans un métavers, en tout cas selon moi. Donc voilà, si je pouvais, ouais, les tendances, on va dire, pour les prochaines années, pour moi, ce serait ouais, les tokens sociaux, le métavers et aussi les NFT. Je pense qu'on va vraiment passer de NFT qui sont aujourd'hui, on va dire, des images avec un petit peu d'utilité, mais ça reste encore un peu faible, à vraiment des NFT qui vont avoir, comme si en fait un NFT va devenir un logiciel qui pourrait effectuer plein de choses. Donc je pense, j'ai vu, la semaine dernière j'étais à Dubaï, et donc j'ai pu assister à la Binance Blockchain Week, c'était très intéressant. Et il y a une personne en fait qui mentionnait, donc, qui a une entreprise qui crée des NFT. Et en fait lui, il lie les NFT à l'intelligence artificielle. Et donc c'est un peu comme si finalement dans un NFT, on pourrait avoir une sorte de mini Siri et on pourrait parler à son NFT et lui poser des questions et il pourrait nous répondre. Donc en fait, on va assister aussi à enfin, une création de beaucoup plus d'utilité en termes de NFT par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc Et Léo, tu parles des métavers, c'est aujourd'hui ce qui existe, notamment The Sandbox, dont une partie des fondateurs sont français, sont français, même si l'entreprise est un peu dispatchée à travers le monde au niveau des bureaux. On sent qu'on est au balbutiement et qu'il se passe quelque chose au niveau des métavers, mais que ce n'est pas du tout mature. Et pour l'instant, ce n'est pas très fun, je trouve, d'aller sur The Sandbox. Il existe déjà quelques tokens en rapport avec le monde du métavers. Est-ce que tu penses que c'est bon d'y aller dès maintenant ou il faut attendre de voir ce qui va réellement se concrétiser? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de toujours tester concrètement ce que c'est. Donc, avant d'acheter un token, avant d'acheter le token de Sandbox, il faut aller jouer un petit peu à ce jeu, comprendre ce qui est fait avant de pouvoir l'acheter. Après, moi, je pense que c'est bien en tout cas, de se placer sur pas mal de projets pour pouvoir suivre leur évolution et de suivre finalement les améliorations qu'ils sont en train de mettre en place au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... En tout cas, tu penses que c'est un secteur, un type de token qui peut être intéressant en matière d'investissement et qui peut avoir du potentiel parce que, je te dis ça parce que nous, c'est vrai qu'on est une audience plutôt tournée vers le trading, la spéculation, Bien et donc il sûr. y a quand même un intérêt pour investir dans des valeurs de croissance ou en tout cas dans des actifs qui proposent une belle croissance. Est-ce que pour toi, la croissance dans le secteur crypto, elle se trouve notamment du côté des tokens liés au métaverse? Totalement, ouais. Je pense que, pareil, il faut suivre ça de près, mais il y a énormément de marques, donc notamment les marques de luxe, qui sont en train de créer des NFT dans le métavers. Donc ça veut dire qu'elles veulent avoir une présence dans le métavers pour que le jour où, je ne sais pas moi,
les personnes qui ont entre, je sais pas moi, 8 ans et 15 ans aujourd'hui, qui vont être finalement ces prochains acteurs du métavers, puissent voir des publicités et puissent acheter, je sais pas moi, un sac Gucci dans le métavers ou alors une montre Rolex dans le métavers, etc. Donc, ouais, en tout cas, il y a enfin, les marques de luxe et les marques du prêt-à-porter, je pense aussi à Nike et Adidas, qui ont fait des partenariats, des grands partenariats avec des métavers et des NFT. Voilà. Merci. Bon, ok. Merci. Merci. Alors, Vincent, en matière de niveau de prix, quel niveau penses-tu que l'on puisse atteindre à la fin de l'année 2022, ou en tout cas au courant de l'année 2022, et pour quelles raisons? Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas donner de niveau de prix parce qu'il est difficile de donner des prix sur les crypto-monnaies. Par contre, entre le Bitcoin et l'Ethereum, je pense que l'Ethereum peut continuer de surperformer. On a parlé tout à l'heure du passage au Proof of Work ou Proof of Stake, donc The Merge, qui va être normalement en juin, et qui va se poursuivre. Les premières étapes ont déjà été faites. Et après cette mise à jour, qui est prévue depuis bien longtemps maintenant, donc cela peut être retardé, il y aura donc une création monétaire, ou en tout cas une création d'Ethereum qui sera beaucoup moins importante, donc qui normalement amènera une hausse de prix plus importante également. On le voit dans la finance traditionnelle, cette création monétaire excessive amène à une baisse du pouvoir d'achat du dollar. C'est l'inverse ici, où justement la création monétaire est limitée sur Bitcoin et sur l'Ethereum va être bien réduite, donc il y aura un triple halving. Donc le halving, c'est la division par deux des récompenses que vous avez lorsque vous minez. Ici, ce sera justement plus du minage, ce sera du proof of stake. Donc vous avez des Ethereum, vous les stakez, donc vous les mettez de côté, ce qui vous permet justement de valider les transactions. Et lorsque vous validez les transactions, vous avez des récompenses. Aujourd'hui, vous avez tant d'Ethereum, et ensuite, après le triple halving, vous aurez moins de récompenses. Et donc une création qui sera bien moins importante. Donc en anticipation de cela, normalement, l'Ethereum devrait surperformer et devrait progresser de façon importante, sans parler non plus d'avoir une capitalisation supérieure à celle du Bitcoin, mais d'avoir une performance supérieure à celle du Bitcoin. Et par la suite, étant donné qu'il y aura une création monétaire moins importante, toujours en reprenant les théories économiques de base, d'avoir une masse monétaire plus importante et donc un pouvoir d'achat moins important, ici, normalement, le prix, mathématiquement en tout cas, selon ces théories, devrait progresser de façon plus importante. Donc il est difficile de parler de niveau de prix. Après, j'ai parlé des 45 000, 45 500, on est à peu près sur ces niveaux, qui est un niveau à surveiller si on veut revenir en arrière. Si on revient en arrière, ça peut casser cette dynamique baissière de très court terme qu'on a eue depuis le rebond des marchés financiers, finalement, depuis 15 jours. Donc il y a des niveaux à surveiller au niveau technique, et de là à parler de niveaux à surveiller, d'aller chercher les 100 000 ou autres, c'est difficile d'en trouver, ou en tout cas c'est difficile de voir dans une boule de cristal, comme on dit souvent. Donc voilà, c'est plutôt de surveiller les principales crypto-monnaies, peut-être d'un côté d'utiliser... Pour reprendre tout à l'heure, moi je suis plutôt sur des risques sur 2022, donc voilà, le prix n'est pas forcément pour aller à la hausse en 2022, mais d'utiliser une technique de DCA, et donc d'acheter une quantité de Bitcoin régulièrement, la même quantité. Si on croit à long terme, c'est une technique plutôt intéressante. Si on s'y était mis en 2017, on aurait acheté à 3 000, puis à 20 000, et puis à 3 000. Donc là, on aurait un peu pleuré, mais finalement, on est à 45 000. Donc d'acheter toutes les semaines 100 $ de Bitcoin, c'est plutôt intéressant. C'est une technique qui est assez utilisée. Et puis d'un côté, peut-être profiter justement de cet engouement qui va peut-être être visible sur Ethereum, de cette création monétaire moins importante, de ce retour des investisseurs institutionnels un peu plus sur Ethereum, puisque les futurs, etc., sont plutôt sur Bitcoin, un peu moins sur Ethereum, mais petit à petit, probablement, que cette seconde crypto-monnaie va profiter de l'engouement un peu plus important des institutionnels. Donc voilà, on était sur une question de prix, mais c'est plutôt une stratégie que j'adopte ici entre l'Ethereum et le Bitcoin, sans parler des autres crypto-monnaies. Et du coup, tu es très fondamental dans ta réflexion là. Est-ce que l'analyse technique prend quand même une part, en tout cas pour timer peut-être les entrées potentielles, pour fixer ces signaux? Ça fait partie un peu de la stratégie. Donc je parlais du DCA pour le long terme sur Bitcoin, de profiter d'acheter de l'Ethereum parce qu'il y a ces informations. Et puis à côté, ce qu'on peut faire également, c'est d'utiliser l'analyse technique pour
faire du trading, du swing trading ou du trading de court terme. Et justement, ici, on a cassé les 45 000, on achète, on est allé sur une moyenne mobile de 100 périodes, ce qui a justement un peu cassé la tendance et on est revenu en arrière sur ces 45 000. Donc à court terme, permet justement de profiter de ces mouvements de marché, mais c'est plutôt pour du court terme que du long terme qu'on utilise, enfin en tout cas que moi j'utilise l'analyse technique. Un dernier mot à propos du niveau des 100 000 $. Certes, c'est symbolique, mais le symbole, ça a aussi son importance. Est-ce que ça peut attirer les cours simplement parce que c'est un tel symbole que le jour où on va y aller, ça va faire la une de tous les médias, etc. C'est probable. C'est probable, en effet, mais il faut d'abord casser tous les niveaux qu'on a avant, et notamment les 69 000 $, qui est donc le plus haut historique actuellement. Si on casse ces 69 000 $, c'est fort probable que l'engouement amène aux 100 000 $, ou en tout cas, on va aller vendre sur les 98 000 $ pour pas justement, parce que beaucoup de gens vont mettre la vente juste avant les 100 000 $, mais on en entendra partout parler, effectivement. Merci Vincent. Alors, Pascal, as-tu des idées quant à la valeur que pourrait atteindre le Bitcoin, Ethereum et peut-être quelques autres des principales crypto-monnaies pour les mois à venir? Non. Non. Mais je dirais que on peut voir avec l'expérience que c'est comment dire, ce sont des prix qui sont très volatiles. Donc ça veut dire que comme on rentre maintenant en période d'inflation et que l'inflation, c'est très difficile d'en ressortir une fois on commence à être habitué et puis les salaires montent et les prix montent et on est dans tout un processus. C'est très difficile de sortir de ça. Donc dans ce genre de situation d'inflation, les crypto-monnaies, ça peut être une sorte de protection, comme un peu l'or et les métaux précieux en général. Et de ce point de vue-là, je dirais que ça fait du sens de prendre des positions dans des cryptos. Peut-être pas pas avec une trop grande partie on va dire, de ses ressources, mais quelques pourcents de, on va dire, son patrimoine, on va dire, liquide, financier. On met quelques pourcents dans des cryptos. Je pense que ça, c'est une très bonne idée, parce que si on perd, ce n'est pas quelque chose qui va nous terrasser, mais si effectivement il y a le genre de croissance dont tu parles, le genre de croissance dont tu parles aussi, dans ce cas, ça nous fait un beau gain sur une partie petite, mais on va être content. Donc moi, je dirais c'est l'attitude un peu de bon sens que j'appliquerai pour le crypto. Et c'est pour ça que c'est important de savoir chez qui on prend cette position. Et comme je l'ai dit, chez nous, on a un compte où vous pouvez détenir vos cryptos. Ça marche avec Self-Invest en collaboration avec Swissquote. Et c'est très sûr et il y a beaucoup de choix. Donc si maintenant il y a des cryptos qui sont meilleurs que d'autres, etc., vous pouvez faire même un petit portefeuille. Mais le point important, c'est vous mettez vos avoirs en sécurité. Ça, c'est le point numéro 1. Avant même de parler de gains, il faut déjà que cette banque elle soit là dans 10 ans et pas qu'elle ait disparu. Donc il faut bien choisir l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Ça, c'est très, très important. Et puis, détenir une petite position, ça a tout à fait du sens, je pense. Ok, c'est vrai qu'il y a des asymétries de volatilité très intéressantes sur les crypto-monnaies. C'est une manière de l'approcher. C'est, quoi qu'il arrive, le gain potentiel, si on n'utilise pas l'effet de levier, etc., est plus important que le risque encouru. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'un point de vue purement finance de marché. Tout à l'heure, on parlait du seuil des 100 000 $ qui sera un seuil symbolique sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, avec les contrats dérivés qui existent comme les futurs, mais aussi les options, parce que j'ai vu passer sur le Twitter du CME récemment qu'il y a les options maintenant, les micros indexés donc sur les micro-contrats qui sont disponibles. Cela amène aussi des engagements dans le futur. Et est-ce que tu as un mot à propos de ce seuil des 100 000 $? Est-ce que ça te parle ou pas plus que ça? Comment dire, on s'aperçoit, vous voyez, vous prenez par exemple le gaz naturel, vous prenez le blé, tous ces contrats, vous regardez, mais sur une échelle grande, c'est relatif, mais vous prenez par exemple 10 ans, un chart mensuel sur 10 ans, et vous voyez que souvent, les points hauts qui ont été atteints, c'est les points qui correspondaient à des plus hauts précédents. Donc,
il n'y a pas de raison de penser que ce type de règles ne s'appliquerait pas aux cryptos. Donc, non, les cryptos, elles n'ont pas non plus le même historique. Et ce n'est pas forcément facile de trouver des prix historiques qui soient fiables, etc. Mais certainement, comme l'a dit Vincent, le précédent plus haut, c'était vers les, on va dire, 69, 70 000, ces choses-là. Pour casser ça, il faut qu'il y ait de bonnes raisons, il faut qu'il y ait beaucoup d'entrain, quoi. Donc, si ça casse, ça peut aller plus haut et peut-être même plus haut que les fameux 100. Tu vois. Donc, le raisonnement est le même que si vous regardez n'importe quel marché. Et il faut garder un œil dessus. Moi, je dirais qu'il faut garder un œil dessus. Comme ça nous donne une échelle de valeur. Mentalement, on acquiert une échelle de valeur. On sait quand c'est cher ou quand c'est pas cher. Et alors, ça peut nous aider dans notre trading. Et on peut acheter de temps en temps quand on sent que c'est pas cher. Tu vois. Ou on peut shorter quand on pense que c'est cher. Vous voyez. Donc ça, c'est une bonne chose d'avoir une vue plus grande sur ce genre d'instruments financiers, quoi. L'analyse technique te semble-t-elle pertinente sur les crypto-monnaies? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et je dirais sur n'importe quelle échelle. L'analyse technique, c'est que vous soyez sur une minute ou que vous soyez sur un mois, c'est la reconnaissance des supports, des résistances, des tendances. Donc, ça vous donne une sorte de lecture. Après, en fonction de la situation, vous savez que si je suis dans un range, j'achète en bas, je vends en haut. Si je suis en tendance, je vais avec la tendance. Après, on applique des stratégies en fonction de l'analyse qu'on fait. Donc, il faut arriver à lire l'évolution, prendre du recul. Et ça, c'est l'analyse des charts. Ça, c'est l'analyse des charts. Il faut avoir un fournisseur qui donne des bons charts avec des bons outils, quoi. Comme nous. Merci Pascal. Reda, pour les seuils que tu verrais atteindre en 2022, tu as exprimé ton optimisme. Les 100 000 $ par exemple sur Bitcoin, c'est quelque chose d'envisageable selon toi? Alors selon moi, c'est tout à fait envisageable, bien entendu. Ce scénario pourrait être invalidé. Mais maintenant, comment profiter un maximum de la validation de ce scénario pour quelqu'un qui n'est toujours pas entré sur ce marché des crypto-monnaies? On fait face à l'heure actuelle, on l'a déjà dit, à une moyenne mobile de 200 périodes. C'est la barrière, c'est ce qui a freiné la hausse d'un point de vue technique en tout cas. Et la cassure de ce niveau-là pourrait éventuellement permettre un passage au-dessus des 50 000 $ et ça pourrait être un point d'entrée assez intéressant avec pour cible les précédents records historiques. Et donc éventuellement plus tard pour aller plus haut. Après, il y a un point très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, les marchés ne montent pas comme une flèche. Il va toujours y avoir des phases de repli et c'est là que le type de produit va intervenir, ce qui pourra permettre de maximiser les gains. Alors habituellement, on va conseiller d'intervenir directement sur le marché spot, donc passer par des exchanges, mais à ce niveau-là, il va y avoir de nombreuses contraintes. Il vaudra mieux se renseigner, il vaut mieux savoir effectivement comment donc on obtient par exemple une clé publique à partir d'une clé privée, comment à partir de cette clé publique on va en retirer une adresse et le meilleur des conseils sera bien entendu de retirer ces fonds de ces exchanges. Comme on dit, si ce ne sont pas vos clés, ce ne sont pas vos crypto-monnaies. Donc à partir de là, il y a une réelle contrainte d'un point de vue apprentissage et ça prend du temps. Donc, si on veut intervenir dès maintenant, si on veut profiter de la hausse et de la baisse, la facilité, c'est de passer par des produits comme par exemple les CFD. À partir de ce moment-là, on peut acheter, lorsqu'on atteint un seuil psychologique, une résistance, un record historique, on peut profiter de la baisse par la même occasion. Ce qui n'empêche pas, d'un autre côté, de se renseigner, parce qu'il faut s'éduquer, c'est très important. Il ne faut pas mettre cela de côté, même si on passe par les CFD, et éventuellement, dans un second temps, passer par des exchanges, pourquoi pas, mais retirer immédiatement ces crypto-monnaies et les transférer vers ce qu'on appelle des hardware wallets, c'est-à-dire des clés USB pour les stocker, avec la contrainte de bien noter les 24 mots qui ouvriront les portes de vos toilettes, c'est-à-dire si vous perdez ces 24 mots, ce sera une course, et donc le premier qui aura bougé les fonds les gardera. Donc il y a énormément de contraintes.
que ce soit d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue de l'apprentissage. Si on fait une faute lorsqu'on essaie de transférer des crypto-monnaies dans l'adresse de destination, il n'y a pas de service client derrière. Personne ne va vous aider, les fonds sont perdus à tout jamais. Donc quand on est débutant, mettre un pied dans les crypto-monnaies, c'est assez compliqué de passer par le spot. Donc je recommanderais de passer par les CFD. Éventuellement, ça vous enlève toutes ces contraintes, mais surtout, de vous renseigner à côté, de vous former. Malheureusement, pour comprendre ce monde-là, ça ne nécessite pas quelques jours, voire quelques semaines. Ça prend du temps, on en apprend tous les jours, ça peut prendre des mois, voire des années. Donc, malheureusement, dans 1 an, voire dans 2 ans, si tout va bien, on sera bien loin des niveaux actuels. Le mieux serait d'en profiter dans l'immédiat, passer par des produits beaucoup plus simples comme les CFD, se renseigner en parallèle et par la suite, éventuellement, si on souhaite stocker des crypto-monnaies en spot, ne surtout pas les laisser sur les exchanges. Et donc pour l'entrée en position, on a des niveaux, on a parlé de la moyenne mobile 200, on a des seuils psychologiques également, et il ne faut pas hésiter à profiter des baisses parce qu'effectivement, cela permet donc d'optimiser ses gains. Mais donc d'une manière générale, vous l'aurez compris, je suis assez optimiste. J'espère que ce scénario va se réaliser. Si on n'atteint pas les records historiques en 2022, si on n'atteint pas les 100 000 $ en 2022, ça sera atteint en 2023. Si ce n'est pas le cas, ça sera le cas en 2024. Dans tous les cas, Bitcoin a 13 ans d'existence. Personne n'arrivera à attaquer le Bitcoin. Ça nécessite une puissance informatique dont aucun État ne dispose. Ceux qui donc voyaient la fin du Bitcoin imminente n'en parlent plus trop. D'un point de vue de tout ce qui est écologie, on se rend compte qu'il faut aussi s'intéresser à l'utilité du Bitcoin, par exemple, avant de mesurer l'impact écologique. Effectivement, pour exploiter de l'or, les dégâts sont considérables, on n'en parle pas trop. Pour le Bitcoin, effectivement, il y a un coût écologique, mais c'est le coût de la sécurité. Donc je pense que tous ces arguments également écologiques vont peut-être se tasser petit à petit lorsque les gens se renseigneront de plus en plus et lorsqu'on prendra conscience que c'est le coût à la sécurité. Et donc on pourra à ce moment-là peut-être assister à une adoption de masse et peut-être aller chercher des niveaux que l'on n'a même pas osé aborder aujourd'hui. Merci Reda, vraiment un optimisme de ton côté. Eh bien, nous verrons cela. Alors pour le prochain tour de questions, je le réduis à 2 minutes puisqu'on est déjà proche de l'heure de fin. On va sûrement un peu déborder, donc ce sera suffisant. Et ce dernier tour de table va concerner les autres projets. On s'est beaucoup concentré là sur Bitcoin et Ethereum. Est-ce qu'il y a, parmi la multitude, les milliers de projets, mais bon, je suppose que même en regardant uniquement dans le top 100, on aura assez de diversité, des projets qui vous parlent particulièrement, qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui semblent proposer une performance, une perspective de croissance importante. Léo? Alors, comme ça, j'aimerais parler de Terra. Je ne sais pas qui connaît Terra dans l'audience. Okay. Donc en fait, c'est une blockchain qui veut créer un stablecoin décentralisé pour chaque État. Donc il y a l'UST, c'est en gros un stablecoin qui est basé sur le dollar. Il y a aussi un stablecoin qui est basé sur, je ne me souviens plus du nom, mais la monnaie de la Corée du Sud. Et en fait, l'idée de cette blockchain, c'est que chaque pays puisse avoir un stablecoin décentralisé. Et ils ont un mécanisme super intéressant, je ne l'expliquerai pas ici, mais je vous invite à aller le voir. Et c'est une crypto-monnaie qui a, du coup, je crois que c'était il y a quelques jours, qui a été à son niveau le plus haut jamais atteint, donc c'était 100 $. Et c'est une des crypto-monnaies qui a eu la plus grosse croissance sur 2021, sur 2022. Donc je vous invite à aller voir Terra. Et après, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense aussi à Solana, qui a su très rapidement créer un écosystème immense en termes de NFT, en termes de projets. Et aussi en termes de finances décentralisées, ils ont aussi une très grosse TVL. Donc voilà, il y a 2 projets, je pense, qui pourraient être, qui ont eu en tout cas beaucoup d'engouement en 2021, et je pense que ça va continuer en 2022. C'est Solana et Terra. Merci, c'est très clair. Solana, on l'a souvent décrit comme un Ethereum-like, Ethereum killer, peut-être qui copie un petit peu ce que font les autres, mais en mieux souvent, en l'améliorant. Est-ce que tu es d'accord avec cela ou pas vraiment? Est-ce qu'il y a de l'innovation? Alors moi, je pense qu'il y a énormément de blockchains de layer 1. Donc une blockchain de layer 1, c'est comme Ethereum, Cardano, Solana, etc.
Et c'est un peu, moi personnellement, je suis plutôt en faveur d'Ethereum parce que je pense que c'est eux qui ont le plus grand écosystème. Il y a près de 2/3 de la finance décentralisée qui est sur Ethereum en termes de valeur. En termes de NFT, on est à plus de 80%. Donc finalement, toute la valeur, elle est encore sur Ethereum. Le problème, c'est que c'est une blockchain qui est, on va dire, qui n'a pas su passer encore à la deuxième vitesse, mais qui va le faire très prochainement, comme c'était mentionné avec le Proof of Stake et les améliorations sur Ethereum. Donc en fait, il y a énormément de blockchains, bon, Solana, etc., qui sont vachement plus rapides qu'Ethereum, mais qui n'apportent pas de réelle innovation. Donc personnellement, je ne sais pas trop... Enfin, il faut vraiment qu'elles se fassent leur place et qu'elles se différencient pour toujours exister dans les années à venir quand Ethereum sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Merci. Vincent, chez IG aujourd'hui, je pense que vous proposez une quinzaine de cryptos parmi les principales. Tout à fait, oui. Et il y a des nouveaux produits qui devraient arriver, enfin des innovations intéressantes. Au sens plus large, quel projet, peut-être plus petit, te semble prometteur? Voilà. J'aurais parlé de Solana également. C'est quelque chose qui est plutôt utilisé, en effet, dans les NFT, etc., mais qui repose sur, comme tu le disais, la richesse ou en tout cas la création de valeur est plutôt sur Ethereum, même si Solana tend à effacer les erreurs, ou en tout cas à corriger les erreurs qu'on a sur Ethereum, mais qui pourraient être corrigées bientôt. Donc il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se font un peu concurrence finalement, parce qu'il y en a certaines qui ont des utilités différentes, avec beaucoup qui se font concurrence. Et donc les plus petites crypto-monnaies pour le moment, en tout cas dans le top 10, ont déjà une valorisation assez importante, mais ce ne sont pas les principales et ce ne sont pas celles-ci sur lesquelles on va trouver les réelles valeurs ou en tout cas les réelles technologies. Donc les plus petites crypto-monnaies pour le moment, il y en a beaucoup, il y en a qui peuvent devenir des top 10 assez rapidement, mais sans donner de nom directement, j'aurais cité simplement Solana en fait, au-delà d'Ethereum et de Bitcoin, même si j'en ai plein en tête, mais qui sont des très petits projets et donc qui sont des choses plus risquées. Donc il y a un travail à faire derrière finalement. C'est comme un portefeuille d'actifs financiers classiques où on a les principaux, on va acheter du Amazon et du Facebook, pas Facebook, mais on va acheter du Amazon, et à côté on va chercher d'autres projets qui pourraient être finalement les technologies de demain, et donc c'est à chacun de faire ce travail derrière. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de scams, qu'il y a beaucoup effectivement de vols, il y a plus de 10 000 crypto-monnaies, donc il faut rester quand même dans le top 100 quand on n'a pas trop de temps pour aller chercher exactement ce qu'ils font, même s'il y en a beaucoup qui sont plutôt intéressantes, que ce soit au niveau technique ou au niveau de l'analyse technique, au niveau de la technologie. Mais il faut un certain temps quand même pour comprendre tous les projets, pour comprendre à quelles crypto-monnaies elles essayent de s'attaquer, ou en tout cas à qui elles font concurrence, et qui sont derrière. Surtout, c'est ce qui est le plus important quand on fait aussi de la venture capital ou du private equity, quand on investit sur des sociétés qui sont non cotées. Il faut toujours s'intéresser aux personnes qui sont derrière, parce que on peut vous sortir un white paper, un business plan, en tout cas la technologie et le projet qu'il y a derrière, qui a l'air super, qui a l'air magnifique, et puis en fait derrière c'est deux personnes qu'on connaît très bien dans les crypto-monnaies et qui font que des scams. Donc voilà, sans citer au-delà du top 10, il y en a beaucoup, je le dis, il faut rester plutôt dans le top 100, il y en a beaucoup qui sont bien au-delà, mais il faut s'intéresser aux projets et surtout aux personnes qui sont derrière, parce que les projets finalement se ressemblent un peu tous, et puis on peut vous vendre du rêve sans finalement avoir la technologie ou les moyens derrière. Merci. Pascal, je ne sais pas si tu as des idées précises sur des plus petits projets crypto, et si j'élargis un peu ma question, comment vois-tu évoluer l'ensemble de cette dynamique qu'on a observée, qui n'existait pas il y a encore 5-6 ans, en tout cas qui n'intégrait pas le paysage financier classique? Désormais, c'est indéniable, et d'ailleurs, tu en es la preuve, vous en êtes la preuve avec WH, puisque vous avez un partenariat avec une banque suisse pour détenir ces cryptos, donc c'est quelque chose qui s'implante au fur et à mesure. Bref, l'évolution, et peut-être un petit projet, si tu en aurais un en tête. Je n'ai pas d'opinion sur ou on va dire de connaissances particulières sur, je dirais, un petit projet comme tu dis. Ce qu'ont dit les deux intervenants précédents me paraît plein de bon sens et juste sur la base de ce que je connais moi. Et l'évolution, il y a 2 ans, il n'y avait pas le CME. Le CME, c'est le plus grand marché de dérivés du monde entier. Et donc le CME, comme ça, qui fait le pas en avant et puis qui introduit on va dire le trading des Bitcoin et puis de l'Ethereum, ça c'est un signe que
les institutions vont dans cette direction. Donc, on peut imaginer qu'il y en aura peut-être d'autres dans les mois qui viennent. Et le volume, les conditions de liquidité, tout ça, c'est quand même tout à fait correct. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui traitent ça. Et je n'ai pas une opinion en termes de est-ce que c'est bien, mal, est-ce que ça va nous sauver ou pas, ou j'ai pas d'opinion comme ça, mais je sais que le monstre de l'inflation, il est en train d'arriver. Les taux d'intérêt négatifs ici, plus l'inflation monstrueuse, ça c'est pas vraiment bon pour le peuple, pour les gens, pour la classe moyenne, parce que c'est un appauvrissement de la classe moyenne. Et ça me fait penser que peut-être que ça va bénéficier de cela, quoi. Ok. Combien de crypto-monnaies proposez-vous chez WH Self Invest? Je crois une dizaine. Une dizaine, donc Ouais. les 10 plus grosses. Ouais. Très bien. Ouais. Merci Pascal. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, et je crois que les spécialistes confirmeront ou pas, mais je crois que Bitcoin et puis Ethereum en capitalisation, je crois que c'est 60% du total à peu près. Ouais. Donc ça, c'est les deux plus grosses. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de ces deux-là, le Bitcoin et puis l'Ethereum. Et voilà. Merci. Dernière prise de parole, Reda. Combien de crypto proposez-vous chez XTB? Et au-delà de, je suppose, ces top capitalisations, est-ce qu'il y a des projets plus petits qui te semblent particulièrement intéressants? Alors, nous proposons à l'heure actuelle une vingtaine de crypto-monnaies. Notre offre sera beaucoup plus fournie par la suite. Donc, le but, c'est de donner accès aux plus connus, aux projets les plus sérieux. Alors, concernant les autres cryptos, je pourrais m'exprimer par rapport au Ethereum Killer. Je suis relativement à l'aise en langage de programmation JavaScript, ce qui m'a permis de déployer des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum et de me mettre en contact avec une communauté de développeurs. Et ce qui ressort de mes échanges avec eux, c'est que la plupart des talents restent ou vont vers la blockchain Ethereum. Il y a ce que l'on appelle l'EVM, c'est l'Ethereum Virtual Machine, qui permet donc un ordinateur central qui permet d'exécuter du code et d'inscrire des données sur la blockchain. Et cette technologie est très robuste, le code est extrêmement simple, ça s'appelle Solidity, ça a permis de faire des choses assez poussées et apparemment, selon ce qui a pu ressortir de mes échanges avec cette communauté de développeurs, c'est que ça reste la blockchain la plus attrayante pour les contrats intelligents, même si de nombreux projets ont pour ambition de renverser Ethereum. J'ai du mal à y croire. C'est pour ça que je me focalise principalement donc sur Bitcoin, que j'arrive à comprendre, et sur Ethereum. Donc pour ça, étant donné que ce n'est pas mon domaine, j'ai simplement quelques connaissances qui m'ont permis de faire des essais que je poursuis, et ça m'a permis de rentrer en contact avec certaines personnes. Et c'est ce qu'il en ressort à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'Ethereum soit menacé par d'autres projets ou des pâles copies quelconques. Ok, donc vraiment Ethereum. Merci. Il nous reste 2 minutes. Avez-vous des questions? S'il y a une question, n'hésitez pas. Monsieur? Oui. Il y a un mot que je n'ai pas entendu et que j'aurais souhaité entendre dans cet exposé, dans cette discussion sur les cryptos, c'est le terme bulle. En effet, il me semble que ce qui caractérise, on a parlé beaucoup de volatilité, ce qui caractérise pas mal le Bitcoin, en particulier les autres cryptos, c'est la succession de bulles. La bulle de 2013, celle de 2017, 2021. Très bien. Par rapport au sujet du jour qui est de l'analyse technique, la question serait dans quelle mesure l'analyse technique peut être un outil, peut aider à trader. Alors, est-ce qu'un de nos intervenants veut particulièrement s'exprimer sur cette thématique bulle, analyse technique? Vas-y Vincent. Bulle. Bulle, alors... La bulle, vous voulez dire de l'explosion de la bulle? L'analyse technique traditionnelle est un peu difficile pour anticiper une bulle, on le voit bien, les marchés financiers se font avoir à chaque fois. Par contre, il y a une autre analyse qui est un peu plus différente, c'est l'analyse on-chain.
sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous allez analyser les données qui sont sur la blockchain et non pas à l'extérieur de la blockchain. Donc l'économie, etc., c'est tout ce qui est off-chain. Et l'analyse on-chain, parce que finalement, la blockchain est transparente. Vous avez la possibilité de voir les transferts, vous avez la possibilité de voir tout ce qui est miné, etc. Et l'analyse on-chain, c'est l'analyse de toutes ces données. Donc, tous les transferts de monnaie, les transferts d'adresse en adresse, ça vous permet de voir certaines données que vous n'avez pas sur l'off-chain et donc sur l'analyse traditionnelle. Et ça vous permet d'anticiper un peu plus les bear markets, c'est-à-dire les marchés baissiers, ou ce genre de données. Parce que ça vous donne, pour reprendre simplement un ratio, ça vous donne la proportion, par exemple, de personnes qui détiennent les crypto-monnaies depuis plus de 2 ans et la proportion des personnes qui le possèdent depuis pas longtemps. En général, les personnes qui le possèdent depuis longtemps ne vont pas le vendre, ils le gardent, alors que les personnes qui le possèdent depuis pas longtemps sont enclins à le vendre s'ils sont en positif. Donc, s'il y a plus de personnes qui vont posséder du Bitcoin en proportion de personnes court terme par rapport au long terme, eh bien, si cette proportion est importante, on peut avoir justement un retournement de marché et une vente. Donc, l'analyse technique pure pour analyser les bulles, comme je le disais, dans les marchés financiers traditionnels, de la même façon, c'est impossible. On peut l'anticiper, mais on ne peut pas savoir exactement quand. Et donc, l'analyse on-chain peut amener des outils un peu plus intéressants, même si, à titre personnel, vous pouvez le faire, puisque vous avez toutes les données, même si c'est un peu difficile sans API ou sans algorithme, mais vous avez des sites Internet qui vous donnent ce type de données, qui sont en général payants pour avoir les dernières données, mais voilà, vous avez cette possibilité, parce que j'ai donné un seul ratio, mais il y en a énormément, puisque toutes les informations sont connues. Ouais. Pascal, voulais-tu ajouter quelque chose par rapport aux bulles? Ok, bien merci à vous. Bon salon.